Terror, 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 terror. You're getting it, aren't you? Terror. I have it written down here 60 times, but you know the rest. We are in love with the word. We are seduced by it, fixated by it, attacked by it, assaulted by it, raped by it, and committed to it. It is love and sadism and death in one double vowel word. The opening of every television symphony, the primetime theme song, the headline of every page. A punctuation mark in our journalism, a semicolon, a comma, our most powerful full stop. Terror, 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 terror. Cette langue molle, usée et facile se réduit à de gros titres très courts. On est tellement habitué à ce genre de titres qu'on ne les lit même plus. Malgré tout, ils nous imprègnent. C'est la désémantisation de la guerre. On parle d'affrontement plutôt que de tuerie, comme si c'était un phénomène naturel, un tremblement de terre ou une inondation. De pauvres Palestiniens tués dans un affrontement. On dit peuplement plutôt que colonisation. Le projet de peuplement israélien en Cisjordanie est en fait un projet de colonisation, c'est tout. Un mur qu'on peut voir, filmer et toucher est qualifié de clôture ou de barrière de sécurité. En changeant de mots et en modifiant la langue, on fait oublier que c'est une guerre qui vise à coloniser, spolier des terres et tuer. Autrement dit, on transforme délibérément un conflit politique majeur par les mots. On le désémantise pour en faire quelque chose qui n'a plus de lien avec la réalité. Résultat, celui qui lit ce genre d'article, pour la première fois ou non, se désintéresse de tout ça, ne comprend pas ou ne connaît pas le contexte. Ou pire encore, il dit, visiblement, c'est la faute des Arabes. Malgré toutes les photos qu'on peut voir, rien ne nous prépare à la réalité. Ce mur de béton massif plus haut et plus long que celui de Berlin est toujours désigné par nos collègues comme une clôture ou une barrière. C'est fou. Bonjour Amira. Bonjour, bienvenue au Moyen-Orient. Oui, comment ça va? Et vous? Très bien. Je vous conduis à un nouveau mur qui sépare Bethel et un quartier d'El Biré. Depuis que les manifestations ont repris, les colons sont protégés. Mais j'espère qu'on trouvera un point de vue d'où on pourra observer les deux camps. Très bien, excellent. Vous écrivez en hébreu ou en anglais? En hébreu. Ils traduisent l'article et je le relis. Mais les termes changent souvent. Par exemple, là où j'écris checkpoint, eux écrivent franchissement de la frontière. Par contre, ils savent que je n'utiliserai jamais le mot terroriste. Bien, bien. Amira Haas fait partie des personnes qui m'ont le plus influencé. C'est une journaliste israélienne qui vit à Ramallah. Elle écrit avec éloquence et colère et avec le souci de la vérité sur la colonisation de la Cisjordanie par son propre pays, Israël. Ses parents, qui ont survécu à l'Holocauste, lui ont transmis cette intégrité absolue. Vous m'avez dit que le but du journaliste était de défier les centres de pouvoir. Est-ce toujours vrai? Oui. Mais parfois on a l'esprit embrouillé. Quand j'écris un papier contre l'autorité palestinienne ou le Hamas, on dit que je collabore avec l'armée. Je sais ce que vous ressentez. Quand on écrit un article contre l'armée, on est un traître. Oui, mais c'est un honneur d'être un traître. J'ai été élevé comme ça. Il existe plus d'un centre de pouvoir. Quels sont vos rapports avec vos lecteurs israéliens? En reste-t-il? Je ne crois pas. Il en reste peut-être 200 à 500. Les autres ne me lisent pas. Je n'ai pas appris à être à la mode, comme l'ont fait d'autres auteurs. Vous parlez des auteurs israéliens? Oui. Je suis toujours attachée aux faits, à la logique et à l'analyse. C'est cette route? C'était cette route, oui. Et là, c'est l'autre côté de la route? Oui, de l'autre côté, c'est Jérusalem qui est palestinienne. Cet endroit, je l'ai sans doute déjà montré 100 fois, mais ça me choque toujours. Quand mes amis m'ont amené à Berlin pour que je voie les restes du mur, je leur ai dit « Les Allemands auraient dû apprendre ici à construire un mur ». Ils ont été choqués, mais ils connaissent mon cynisme. Qu'est-ce que ce mur vous dit?
Il me dit que l'État d'Israël a reconnu qu'il ne pouvait pas chasser les Palestiniens. Il doit les cacher à notre vue. Pour qu'on ne les voit pas de là-bas. Voilà. Quand êtes-vous venu en Israël pour la première fois? En 2005, je faisais des recherches pour mon premier livre, My Israel Question. J'avais un autre point de vue qu'aujourd'hui. J'étais critique, mais j'étais favorable à la solution des deux États et je croyais en un État juif. J'ai changé d'opinion depuis. J'ai quitté Israël en colère. Pourquoi êtes-vous revenu? Parce que je ne pouvais pas rester à distance. Je me sentais... Je connais ça. Je voulais en rendre compte. J'avais envie d'en parler. C'est lié à l'histoire, n'est-ce pas? Oui, et au fait que je suis juif, même si je suis athée. J'ai honte de ce qu'on fait en mon nom. C'est l'autoroute la plus importante qui passe par la Cisjordanie et elle est bloquée. Si les Israéliens veulent se débarrasser de ces maisons, ils devront la rouvrir. La question est de savoir si, lorsque ces maisons seront démolies, l'Union européenne se contentera de dire « Tu as été vilain, Israël », comme je le présume. Ils ne feront rien tant qu'il n'y aura pas de mort. C'est aussi ma crainte. Ce qui me fascine dans le conflit israélo-palestinien, c'est qu'Israël est protégé par de nombreux médias. Et pourtant, l'opinion publique évolue profondément dans une bonne partie des pays occidentaux, à l'exception des États-Unis, qui sont un cas complexe. C'est important, n'est-ce pas? Alors comment les gens s'informent-ils et comment en viennent-ils à changer d'avis? Pas via les médias grand public. Pour moi, ça passe par les médias alternatifs et les réseaux sociaux. C'est dangereux de dire que lorsqu'on utilise les réseaux sociaux et qu'on est sur place... Non, je trouve génial le terme de journalisme citoyen. Le fait que les gens aient un blog qu'ils alimentent 1 ou 3 fois par semaine ou 1 fois par mois est une idée formidable. Mais je suis partagé en ce qui concerne Internet. Je pense que c'est un problème. Ça insinue que si je lis un article, un reportage ou une enquête en ligne, c'est un journalisme moins sérieux. Non, non, ce n'est pas du tout ce que je dis. Vous dites que vous ne prenez pas Internet trop au sérieux. Je ne suis pas contre la technologie. Sans lunettes, je ne pourrais pas vous voir. Vous utilisez les mails maintenant. Ça, c'est un énorme progrès. Le problème est que la plupart des personnes que je connais au Liban et qui sont relativement jeunes me demandent tout le temps si ceci ou cela est vrai. Je dis, c'est n'importe quoi. Est-ce vrai que Mohamed Ben Salman a rendu une visite secrète à Netanyahou à Jérusalem? Attendez, mais je l'ai lu sur Facebook. Stop! Du calme. Gardez les pieds sur Terre, on vit sur la planète Terre. Oubliez tout ça. C'est évidemment un problème. Oui, merci. On est d'accord. Mais on peut aussi publier des intox dans la presse. Bien sûr. Vous semblez dire qu'il y a plus de chances qu'on publie des mensonges en ligne que dans la presse. Non, je ne le pense pas. Mais selon moi, en ouvrant leur écran le matin, les gens reçoivent une telle masse d'informations qu'ils croient à des histoires qui ne sont pas vraies. En ce qui concerne le Moyen-Orient, je n'ai pas de temps à perdre avec tout ça. J'ai du travail. Il y a quelques mois, j'ai été interviewé par un de vos confrères du Financial Times. C'était l'un des rares journalistes, avec vous je dois le reconnaître, qui savait de quoi il parlait. J'ai été interviewé par CNN, BBC, ABC, NBC, enfin par au moins 50 chaînes. Et je peux vous assurer que 95% ne savaient pas de quoi il parlait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ces reporters passent quelques jours ici, C'est vrai. et ils croient qu'en quelques jours, ils peuvent tout savoir sur le conflit israélo-palestinien. Leurs questions sont ridicules. Leurs connaissances sont nulles. Et c'est très frustrant. Je pense que je peux apporter mon aide. Environ 1200 familles vivent à Bethel, soit 6500 personnes. J'avais la vie belle en Afrique du Sud. Je suis venu ici pour des raisons idéologiques. Idéologique. Je suis sioniste. Et je crois en Sion. Sans Sion, il n'y a pas de sionisme.
Donc j'ai cru au retour sur la terre d'Israël. On pourrait parler du retour des Juifs dans leur pays. Pour moi, c'est vraiment l'expression de mon identité et de ma nationalité. Nous sommes sur une colline qui s'appelle Pisgat Yaakov. Au sud, on peut voir Ramallah, et en dessous de nous, c'est Bethel. Ici, on sent et on voit la réalité du district de Judée et Samarie. Croyez-vous que le monde, que la fameuse communauté internationale, acceptera un jour que l'État d'Israël s'étende jusqu'au Jourdain? Absolument. Je pense que le monde va avoir son lot de surprises. Les alliances et les allégeances changent constamment. Pour moi, les Palestiniens appartiennent au passé, au XXe siècle. Les pays arabes ne s'intéressent plus à eux. Je lis même souvent qu'ils les méprisent. Il n'y a jamais eu de peuple palestinien, ni d'histoire palestinienne. Cette terre ne leur a jamais appartenu. Ils n'ont jamais eu de monnaie, ni d'histoire, ni d'État. Ils n'ont jamais eu droit à ce pays. Le mandat britannique. Non seulement beaucoup d'Arabes avaient des contrats du mandat britannique et payaient des impôts, mais ils détenaient aussi des documents ottomans. Ils vivaient ici depuis des générations. C'était leur terre, leur chez eux, leur livret. En tant que personne morale, je ne pense pas voler la terre de qui que ce soit. Si un Arabe possède un terrain à titre individuel et qu'il peut le prouver, il doit être dédommagé ou autorisé à vivre sur sa terre. Vous êtes pour ou contre Israël? Si vous lisiez tout ce que j'écris, vous sauriez que j'accepte de tout cœur l'existence de l'État d'Israël. Après tout, j'arrive par Tel Aviv. Mais je pense que vu la situation ici, Israël s'aventure sur un terrain très dangereux. Je me souviens vaguement que la propriété se trouvait en bas, là où il y a cette énorme dépression. Il ne reste sûrement plus d'arbres, ni de poules, ni de maisons. Mais Suleiman doit avoir 55, 60 ans. Il y a un quart de siècle, j'ai vu Israël prendre la terre d'une famille palestinienne, les Khatib. Le gouvernement israélien leur avait adressé un avis d'expulsion pour saisir leurs propriétés. J'ai pris l'ancienne route en direction de Isma, où j'ai retrouvé Suleiman. Il n'avait pas, comme je le craignais, émigré en Europe ou en Amérique. Il vivait 3 kilomètres plus loin, dans un appartement plein à craquer, avec sa femme et 5 enfants. Il a maintenant 60 ans. Il a un peu pris au niveau des hanches, mais il parle toujours l'anglais avec le même accent épais, et il nous a reçus avec la même courtoisie qu'il y a 25 ans. Content de vous revoir. Moi aussi. Bienvenue. Merci. Je ne vous ai pas oublié. Moi non plus. C'est pour ça que je suis revenu 25 ans après. 25 ans, oui. Une fois qu'ils ont démoli ma maison, je n'avais plus de toit. Alors je suis venu ici. Jerusalem, holy to Jews, Muslims and Christians, annexed by Israel, which still claims it to be its eternal and unified capital. East of the city, outside the internationally recognized border of Israel, only a little bit of the old rural Palestine remains. Vous n'allez pas reconnaître le terrain. Non. Il y a des villas maintenant. Tout à fait. It takes a brave Palestinian to hold out here, to cling onto his own land in the face of Israel's expanding settlements. But in this little patch of orchard is a family that's refused to leave its land, despite an order to get out. Good gracious. What's happening, Suleiman? As you see now, they are digging canals here. Suleiman, how long has your family owned this land here? We own it as long as we live. It's inherited from our grandfathers and fathers. How many years do you think that is? More than 100 years? Yes. Do you have the documents to prove this? Do you have the original deeds and papers proving? Of course we have. We have documents from the Ottoman period and from the period of the British Mandate also. Que s'est-il passé après notre tournage? La démolition a eu lieu en octobre 1993. J'enseignais à l'école. Ils sont arrivés avec la police, des soldats et des bulldozers. Après avoir démoli la maison, ils ont détruit la terre, les murs, les arbres, enfin tout.
Que ressentez-vous quand vous pensez à cette terre? Quand j'y pense, j'éprouve du désarroi. Qu'est-ce que je peux faire? Israël a été fondé sur la terre d'autres personnes. Ce n'est pas facile de récupérer son bien d'un État comme celui-ci. Avez-vous déjà songé à partir? Non. Quitter la Palestine? Bien sûr que non. Pourquoi? C'est ma terre, mon pays. Voyez-vous encore le terrain aujourd'hui? Il nous est interdit d'y aller. Il nous faut un laissez-passer. Il vous faut une autorisation. Oui, je suis un touriste là-bas. Il y a le mur et le checkpoint de Isma. Je suis désolé de vous infliger tout ça. On peut attendre ici pendant que vous passez cette grille à bétail. C'était notre rue. Ici? Oui. C'est la première fois que j'y mets les pieds depuis les travaux. On n'ose pas venir. Si vous n'êtes pas à l'aise, Non, on va essayer. Je crois que notre terrain commence ici. D'ici jusqu'au nord. Puis en bas. est-ce que vous vous demandez qui vit dans ces maisons maintenant? Quel genre de famille? Qui sont ces gens? Ils ne connaissent pas la véritable histoire. Ils ignorent ce qui s'est passé, ce que les gens ont enduré avant leur arrivée. Votre terrain allait jusqu'ici, c'est ça? Oui. On peut peut-être le voir de là. Bien sûr. Voilà. Ça me fait de la peine de le voir comme ça. Ils vivent luxueusement sur les ruines d'autres personnes. Comme nous avons une carte d'identité de Cisjordanie, nous sommes considérés comme absents. Propriétaire absent. Je connais la formule. Merci de m'avoir amené ici, Suleiman. Un voyage bien triste. Merci à vous. C'est la première fois que je reviens ici. Comme si ce n'était pas ma terre. Ce sont des étrangers qui vivent là maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis triste de tout ce qui est arrivé. Pour quel journal travaillez-vous? The Independent. J'espère que l'article sera publié dans notre journal, Al-Quds. Oui, vous le verrez. On va passer par ici et sortir par là-bas. Prenez soin de vous. Merci d'être venu. Merci à vous. Auparavant, je pensais que la dépossession et le courage allaient de pair dans l'esprit d'un réfugié. Je me trompais. La dépossession est la fin. Le courage, je le crains, peut être aussi pitoyable qu'inutile. Je crois que nous avions tous espéré naïvement qu'avec nos caméras et nos interviews, nous pourrions éviter à Suleiman, Mohamed et Saïda le vol officiel de leur propriété. Nous aurions dû être plus lucides. Je ressens aujourd'hui une colère plus vive qu'autrefois et je ne pense pas que ce soit dû à l'âge. Simplement, je me rends compte qu'on ne peut pas faire grand-chose.
On a beau dénoncer les coupables, ça n'a pas beaucoup d'effet. Ce serait agréable de penser que le film Correspondant 17 reflète la réalité. Le héros réussit à attraper les méchants, les espions allemands. Tout finit bien, mais la vérité c'est qu'ici, ce n'est pas du cinéma. Pour un journaliste, il est très arrogant de croire qu'il peut changer le monde ou le cours d'une guerre. On aime penser qu'on peut parfois allumer le phare, que le faisceau de lumière touche quelque chose et déclenche un processus qui ne se produirait pas en temps normal. Quand on tente de dire la vérité, dans certains cas, la torture peut cesser ou la cellule du condamné s'ouvrir. Peut-être que nous avons été utiles. Mais la plupart du temps, j'en ai bien peur, ce que nous écrivons ne change pas la moindre chose. Nous devons constamment raconter l'histoire des Palestiniens. Pourtant, nous ne parviendrons jamais à rallier le monde à notre version des faits, même si elle est exacte. Malgré notre colère, nous ne gagnerons jamais. Mais si nous arrêtons le combat, nous perdrons. Il faut continuer à faire des reportages, voyager, se battre et défier l'autorité. Il y a de jeunes journalistes qui vont sur le terrain, et je pense que c'est très bon signe, parce que c'est de cette manière qu'il faut procéder. Ce que nous, journalistes, pouvons continuer à faire, c'est raconter l'histoire telle que nous l'avons vue de nos propres yeux, et laisser un témoignage direct et chargé d'émotions pour la postérité. Comme ça, personne ne pourra dire que ce n'est pas arrivé. Personne ne doit pouvoir dire après coup « on ne savait pas ». Personne ne nous en a parlé.